Salut Bédou, ça va ou quoi? Ça va et toi? Eh bien écoute, nickel. Bédou, donc toi tu es varois, tu as commencé le stand-up en 2017 à Marseille, au théâtre du Fil, c'est ça? C'était le Fil au théâtre du Tétard, ouais. Toi, bon, tu as beaucoup développé le stand-up à Marseille. Ça fait 4 ans que tu donnes des cours à l'art du théâtre. Tu es aussi metteur en scène depuis pas longtemps et tu aides aussi pour l'organisation du Massilia Festival. Tu as gagné le Printemps du Rire aussi, juste après Paul Mirabel. Tu as un spectacle et un deuxième en préparation. Wow! Donc déjà, première question, qu'est-ce qui a fait que tu sois resté à Marseille et que tu ne sois pas monté à Paris quand tu as commencé le stand-up? Et je crois que j'avais vraiment ce souhait de me dire ce que je trouvais intéressant à Marseille, c'est que c'est quand même la deuxième ville de France. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de place aussi du stand-up dans cette ville, quoi. Il y avait un truc qui me rassurait, c'était le fait de me dire qu'il y a un peu moins de concurrence, clairement, je vais être très honnête. Et le fait de me dire que comme il n'y avait pas de choses, enfin qu'il n'y avait pas grand chose, si ce n'est un lieu à Marseille, c'était de créer des plateaux et de créer des plateaux qui me ressemblent et du coup qui partagent aussi mes valeurs, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a rien, on fait plutôt qu'à Paris où en fait j'ai l'impression que tu es plus tributaire du coup des lieux qui sont déjà existants et qui vont peut-être pas aller dans tes valeurs forcément, tu vois. Je trouve ça cool quand tu démarres de créer des trucs qui te ressemblent, où toi tu te sens à l'aise et que du coup tu puisses inviter des artistes que tu apprécies aussi là-dedans, quoi. Et ça, justement, toi, ça t'a pas fait peur justement de te dire qu'il n'y a rien à Marseille? Tu t'es pas dit, c'est peut-être qu'il n'y a pas de public, par exemple? À quel moment tu t'es dit, là, ça va fonctionner, tu vois? Ah, mais je t'avoue qu'au départ, j'ai grave flippé parce que quand je suis arrivé ici, tu vois, quand je sondais les gens sur, est-ce que vous aimez le stand-up, machin et tout, en 2017, on était encore un peu dans le grand public sur la vision de, ah ouais, mais vous, le stand-up, c'est les gens racistes, sexistes, misogynes, homophobes, tu vois. Et donc, du coup, il y a ici à Marseille, comme c'est une ville relativement militante, de ouf, et ça prenait pas. Et c'est vrai que j'ai flippé un petit peu au départ, quoi. Du coup, comment ça se passe alors? Tu as moins d'1 an de stand-up et tu ouvres ton premier plateau de stand-up. Ouais. Donc un plateau, c'est investir un bar et faire une soirée comedy club, à pas confondre avec un comedy club qui va jouer tous les jours de la semaine et qui est ouvert pour ça. Comment ça se passe là? Parce que tu es un des premiers organisateurs de plateaux dans la ville de Marseille, en tout cas de la nouvelle génération. Comment ça fonctionne? Déjà, tu découvres tout en fait. Tu te rends compte qu'organiser une soirée, c'est pas juste monter sur scène et faire des blagues. C'est est-ce que les chaises elles sont bien installées, est-ce que t'as les résas, est-ce que t'as pensé à comment accueillir tes artistes, les coups à boire, pas les coups à boire. Enfin, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas juste monter sur scène. Et c'est vrai que au départ, quand t'as pas beaucoup d'expérience déjà sur scène, mais en plus hors scène, on va dire, dans l'organisation, ça prend du temps, quoi. Ça prend de l'énergie. Et je sais que de souvenirs, j'étais pas bon du coup sur scène à cause de ça, quoi. Et qu'est-ce qui fait pour toi que une soirée stand-up, en termes de conditionnement, va être bonne ou mauvaise? Je dirais la première chose, toujours la technique en premier lieu. En vrai, c'est un truc auquel on pense. Le son, la lumière. Ouais, son, lumière, c'est le truc auquel on pense en dernier. Des fois, quand on débute, t'es là, t'arrives, tu fais le micro il est pourri, enfin le son il marche pas, et tu te rends compte qu'en fait c'est ce qui fait au moins 80% de ton spectacle, hein. Si le son il est pété, y a rien qui passe, quoi. Ça, je pense qu'après les conditions, c'est plus au niveau de l'expérience publique, voir qu'ils soient dans une bonne assise, un truc où on soit assez proche d'eux, tu vois, que ça soit pas un peu que ça soit pas relou pour eux dans la compréhension. Et après, d'avoir un bon accord aussi avec le lieu, de bien faire comprendre que eux ils doivent faire leur taf, enfin ils doivent aussi faire fonctionner leur business. Nous, on veut jouer et faire des blagues dans les meilleures conditions, c'est de trouver un terrain d'entente, voilà, pendant qu'on joue. Pas de truc de service de boisson, enfin de restauration s'il y a une restauration. Et je pense que le vrai conseil que je donnerais aux gens qui créent un plateau, allez dans un lieu qui vous ressemble, quoi. Allez dans un lieu que vous appréciez. Je sais que moi, l'avantage de l'Équitable Café, c'est que c'était un lieu qui ressemblait à ce que j'étais, le militant, associatif. Je trouve que c'est le plus intéressant parce que si tu te rends compte que tu es dans un lieu avec des gens qui ont des valeurs totalement différentes aux tiennes, le problème c'est que la communication ne va pas passer et que tu vas pas prendre de plaisir et que ça va les emmerder, quoi. C'est-à-dire quand tu es organisateur, souvent une des tâches que tu n'avais pas prévu de faire quand tu as commencé le stand-up, c'est la tâche de maître de cérémonie. Comment tu as appréhendé ça, toi? Quel est le rôle du MC? Qu'on le veuille ou non, ça reste quand même la pierre angulaire du spectacle. En vrai, un bon MC, ça te permet de pouvoir avoir un bon spectacle. Même si tu peux quand même avoir un bon spectacle si le MC il est pas bon. En vrai, c'est lui le premier à monter sur scène. Souvent, les stand-uppers, on se dit je passe premier, ça fait chier et tout. En vrai, c'est pas vrai parce que t'as toujours le MC qui monte avant toi. Son but, c'est soit de mettre l'ambiance, si c'est ce que tu veux sur ton plateau, donner les codes, faire des blagues. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et connecter avec les gens parce qu'on est sur du stand-up, donc le 4e mur est pété. C'est faire volontairement, tu vois, plusieurs interactions avec un garçon, une meuf, sur le côté droit, sur le côté gauche, un peu au fond de salle pour essayer de donner de la matière aux artistes qui vont monter sur scène. Voilà, on a un prénom, on a un métier. C'est là où tu peux avoir entre guillemets la tête de turc gentil, tu vois, dans le public souvent ça arrive. Et pour moi c'est un spectacle dans le spectacle aussi, le MC, parce qu'il peut créer un fil rouge. Tu vois, les artistes ils viennent, ils font leurs blagues et après le MC il peut amener ce truc de
Pourquoi c'est une soirée différente que tu as eu au garage le vendredi ou le samedi? C'est parce que le MC va être potentiellement différent et que ce qui va se passer sur le moment il va être potentiellement différent. Donc ça, en soi, c'est un spectacle dans le spectacle, tu vois. Même si après, le plus important, ça reste pour moi le passage des artistes. Mais le MC doit être le garant de la bonne stabilité de ce spectacle. On le sait, des fois, tu as des passages qui sont un peu moins bons parce que tu as quelqu'un qui vient, il teste ou c'est ses premières scènes. Quand tu as un bon MC en relance derrière, c'est cool. Le spectacle tombe pas, quoi. Ça fait 5 ans que tu pratiques le truc. Maintenant, t'es un expert. C'est quoi ton style un peu, toi, en MC? Moi, je pense que je suis dans le conversationnel avec le public, quoi. Clairement. Ouais. Tu clashes pas trop, mais tu taquines. Je me calme vraiment sur ça. En fait, je suis arrivé à développer maintenant le truc de si je clash le public, j'essaie de trouver une blague très rapide derrière où je m'auto-clash aussi. Où je laisse la porte à l'autodérision. Bon, après, des fois, t'es fatigué, hein, t'as la classique, le mec qui dit un métier, tu fais pas ouf. Bon, voilà, c'est que des fois, t'as pas l'énergie, quoi. Moi, j'aime bien aller prendre des trucs, des infos, tu vois, du public, et que ça revienne en fil rouge, tu vois, en boucle. Dans mes autres interactions ou pendant le spectacle, quoi. J'aime bien que le spectateur avec qui je fais de l'interaction devienne un peu potentiellement aussi la resta du spectacle. C'est-à-dire qu'il est aussi important que le MC et les artistes. Tu vois, si le mec qui s'appelle Frédéric et qu'on a fait des blagues avec Frédéric toute la soirée, les gens ils sortent, il y a eu les artistes, le MC et Frédéric, tu vois. Et ouais, donc ça demande quand même un gros pouvoir aussi de mémorisation, d'écoute et vraiment s'intéresser à la personne plutôt que essayer de trouver des blagues directement sur elle. C'est le problème, le risque au départ, c'est ce que tu veux, c'est faire de la blague, donc du coup tu vas aller vers le clash ou les petits trucs comme ça et tu te rends compte qu'au bout d'un moment, mais les silences, l'écoute, voilà, de pas toujours réagir trop rapidement, quoi. Prendre l'info et puis des fois accepter que tu peux rien faire avec certains trucs et c'est pas grave, quoi. Voilà, faut pas se forcer, quoi. Rendre ça naturel. Ouais. C'est quoi ta routine d'écriture, de la feuille à la scène, ou si feuille il y a, puisqu'il y a aussi d'autres personnes qui utilisent presque pas la feuille? Et ben en vrai, moi je pense que depuis 2-3 ans il y a plus de feuilles. Je l'ai fait au départ, j'étais vraiment très scolaire, j'étais avec mon PC, j'écrivais et tout, et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'écrivais de manière trop littéraire et que ça ne collait pas avec le delivery que je voulais avoir sur scène. Ça dénature. Ouais, je me suis rendu compte qu'en étant MC, ça ressemblait étrangement à l'artiste que je voulais être, tu vois, sur scène aussi. Donc maintenant, je suis plus dans ce qu'on appellerait l'écriture en live, c'est-à-dire j'ai les idées et je vais m'enregistrer directement. Tu vois, je mets le dictaphone et après, je suis un peu comme un lion en cage dans mon appart et je parle, quoi. J'essaie vraiment de rendre le truc conversationnel. J'imagine comme si j'étais en train de parler aux gens. Donc ça c'est le premier truc. Après je me sers beaucoup de mes potes aussi, beaucoup, enfin surtout d'un de mes potes, Max, qui est un peu mon valideur de blagues, quoi. Mais voilà, très rapidement je vais lui faire des blagues à lui comme je les raconterai, tu vois, sur scène. Une fois que c'est validé aussi par lui, parce que c'est vraiment ma personne de confiance, je me dis ok, je la teste sur scène. Moi, comme j'ai la chance aussi d'être souvent MC, mais ça me permet de pouvoir sortir les blagues de manière vachement plus naturelle. J'ai moins de pression, je trouve, qu'un artiste, quand tu viens et que tu fais un passage de 10, tu vois, ici, t'as quand même cette pression d'être fort. Alors que le MC, il y a toujours ce truc où ça va, t'es un peu détente. Si ça flop, c'est pas grave, les gens ils ont pas ils le savent pas que c'est une blague, tu vois. Et donc on parle écriture, tu donnes des cours de stand-up, t'apprends quoi un peu pendant ces cours? Du coup, faut pas leur dire que j'écris pas. Exactement. Comment ça se passe un peu, quelqu'un qui vient en première année Maintenant, on le fait de manière graduelle à l'ardu par rapport au niveau, mais quand tu viens, t'es débutant, c'est simple, le premier but c'est de te faire monter sur scène, ok? C'est de faire ton premier 5 minutes. Donc d'abord, ça va être apprendre de manière basique, c'est quoi les techniques de stand-up, comment est-ce que tu fais un 5, quoi, comment tu t'écris un 5 minutes en passant de l'opener au close-up, en essayant de faire une boucle. L'opener, donc la première blague du sketch. La blague du sketch qui permet de faire rapidement, de créer du rire sur les 10 premières secondes et valider auprès du public, ok, cette personne est marrante, quoi. Et après, les classiques, hein, tu fais les sécoms, les exagérations, les métaphores, les ternaires. Tous les procédés humoristiques. Voir comment est-ce que tu peux composer un 5, est-ce que tu peux faire du one-line, donc blague par blague par blague, est-ce que tu pars sur un récit, on va dire, anecdotique, est-ce que tu pars sur un stand-up d'observation d'un fait. Après, moi, je sais que j'aime bien au départ, vraiment, c'est développer l'authenticité au-delà de l'efficacité. Au départ, moi, ça m'intéresse pas trop le rapport de rire par minute. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vraiment la personne, elle vient et qu'elle montre en quoi elle est plus originale qu'une autre. Regarde, avant on avait un problème, c'est qu'on n'avait pas assez d'artistes. Aujourd'hui à Marseille, on a trop d'artistes, tu vois. Et qu'est-ce qui différencie un artiste d'un autre, tu vois, c'est ça va être son truc authentique. Et j'aime bien quand il met un peu du cœur, quoi. Quand il donne un peu de toi, j'irais pas donner non plus toute ta vie, mais mettre un petit bout d'âme. Parce que tu vois, si on prend mon process d'écriture et de créativité, je le dis, enfin tu vois, c'est souvent c'est des choses un peu dark qui m'arrivent dans ma vie. Et ce que j'aime trop, c'est d'avoir ce processus de comment est-ce que je transforme ce truc
émotionnel qui m'a fait du mal en quelque chose qui va permettre aux gens de rigoler et moi aussi de rire avec, tu vois. La tragédie plus le temps est égal à la comédie. Exactement. C'est ça. T'es dans l'organisation du festival Massilia. Tu fais quoi exactement dans ce festival? Donc c'est un festival qui se tient à l'espace Julien, qui met en avant des stand-uppers marseillais, la scène marseillaise. C'est quoi qui te motive, qui t'excite dans ce... Ce qui m'excite de fou, c'est de me dire qu'on a potentiellement dans ces 8 artistes des gens qu'on a formés du coup à l'Artu. Il n'y a pas que des élèves de l'Artu, attention, mais ça veut dire qu'il y a des gens que j'ai accompagnés de leur première blague de 5 minutes dans des salles de 120 personnes à l'Artu ou ici au garage, et ensuite tu les amènes du coup devant 600 personnes. Il y a quand même ce step-up de passer devant une 600 places. Il y a le fait de faire un spectacle aussi en fait maison, le fait de gérer un spectacle du début jusqu'à la fin par nous-mêmes. Moi, mon rôle, il est simple. D'abord, c'est aussi, j'utilise mon retour d'expérience en tant que personne qui a fait régulièrement l'espace Julien via des premières parties. Parce que, en gros, dans ce qu'on choisit dans les artistes, pas tout le monde a des 5 minutes, je pense, des fois, aussi, ou du delivery ou une capacité à jouer devant 600 personnes. Et là, pour le coup, cette année, moi, mon rôle, ça va être celui que j'aime le plus et là où je suis le plus performant, c'est MC, maître de cérémonie, pour arriver déter, quoi. Parce que 600 personnes à gérer dès le départ, c'est pas super facile au début, quoi. Qu'est-ce qui change, en fait, quand tu passes d'une petite à une grosse salle? Si tu devais conseiller un artiste qui fait demain sa première 1000 places, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça change toute la rythmique déjà. Le fait de jouer dans une grosse salle, type 1000 places, donc exemple Silo, tu te rends compte que c'est plus du tout le même sport. Nous, on est habitué à avoir un delivery, ce que j'appellerais rapide, on va dire, rythmé, efficace, sur des travails du coup entre guillemets de petite foule. Quand tu es sur une grande foule, en fait c'est le public qui va t'imposer son rythme entre guillemets, dans le sens où en fait la puissance des rires et la longueur des rires sont vachement plus importantes que dans une petite salle. Donc en fait tu te rends compte que tu peux pas enchaîner ton texte de la même manière. Si tu prends ce que j'appelle des rires forts, donc on va dire c'est toute la salle qui va rigoler d'un coup, avec un rire par diffusion, tu vois, où ça met le temps, voire une applause, ça prend pas mal de temps. Je te dis pas que ça prend 1 minute, tu vois, mais en tout cas, quand t'es dessus, tu t'en rends compte, tu fais waouh, ok. Donc, c'est joué de manière, je trouve, plus posée, plus calme, et du coup, ce qui amène à un truc où je trouve que t'es plus classe dans une grande salle. Il y a ce truc où t'es pas là pour montrer que t'es le plus fort de la soirée ou quoi que ce soit. Déjà, le fait que tu sois appelé aussi par un artiste de renommée, tu vois, parce que ça veut dire qu'il t'a validé. Donc il y a ce truc aussi, t'arrives quand même un peu plus grand, tu vois. Et je trouve que c'est cool de toucher du doigt ce qu'on peut potentiellement avoir ensuite dans une carrière, tu vois, de te dire, ah ok, pendant 7 minutes je l'ai touché, potentiellement dans 10 ans ça sera moi et ça sera ça, je ferai des tournées où je remplirai des 1000 places. Et potentiellement aussi enlever les petites blagues qui fonctionnent en plateau, tu vois, ce que j'appellerais là vraiment les blagues d'opener faciles, rapides, ou dans une grande salle ça fonctionne pas forcément. Faut vraiment aller au bangers direct, quoi. Faut vraiment aller sur des grosses blagues. Et l'Act Out reste un très très bon allié dans les grosses salles parce que le public qui paye, qui va voir des artistes où ils payent 40 balles, c'est aussi un public qui aime bien voir les gens se donner. Donc au bout d'un moment, le stand-up a ses limites. Les blagues ont ses limites et le fait de jouer, ça, je trouve que c'est bien récompensé dans les grosses salles aussi, quoi. T'as commencé à jouer ton spectacle du coup hors Marseille, donc tu l'as joué à Lyon par exemple récemment, je crois. T'as fait complet, bravo. Merci. Comment t'adaptes un spectacle dans une autre ville? À Marseille, t'as l'habitude, là tu connais pas les gens. Comment tu prépares ça, toi? J'ai quand même beaucoup de blagues liées à Marseille quand je suis ici, ce qui m'empêche pas non plus de les faire pour autant. Pour moi, c'est quand même mon créneau. Dans mon premier spectacle, je veux parler de cet amour que j'ai pour cette ville, tu vois, de cet amour-haine que j'ai pour cette ville. Et là, j'utilise comme d'hab l'interaction publique, c'est-à-dire que très vite, je vais par une question un peu dire ça représente quoi pour vous Marseille. Si dans le lot, ils citent Jul, ils citent les rats, nanana, après en fonction de ça, je prends mes tiroirs de blagues Marseille et je vais faire les blagues. Du coup, je me permets aussi de faire des blagues locales par rapport à la ville aussi, tout simplement. Parce qu'il y a aussi cet avantage de dire c'est le regard d'un Marseillais sur Lyon, sur Nice. Et après, il y a un truc qui est super kiffant en vrai pendant le spectacle, c'est quand tu te rends compte, quand tu arrives un peu à tes gros sketchs, à tes bangers, si tu te dis putain mais là ça veut dire que les gens qui sont dans cette salle m'ont possiblement mais vraiment pour le coup jamais vu. Donc en fait ils découvrent les blagues. C'est alors que quand tu les joues ici dans ta ville, tu te dis que potentiellement les gens ils t'ont repéré en première partie ou en plateau, donc il y a des trucs qu'ils connaissent déjà, tu vois. Et ça c'est trop kiffant, je trouve, c'est trop jouissif parce que tu dis ah ok, tu joues devant des gens pour la première fois, c'est comme si toi-même tu redécouvrais aussi ton texte, tu fais ah mais ouais c'est vrai qu'en fait il est bien, tu vois. Tu te rends compte qu'il est bien, tu vois. Et tu reprends un nouveau plaisir à le faire, quoi. Comment tu fais
quand tu joues une blague toute l'année en comedy club, et pour gagner plaisir à jouer cette blague. C'est vrai que si tu prends les passages là que vous diffusez, pour certaines, on le sait, peut-être que ces passages, on les a joués peut-être, je sais pas, 100 fois, 150 fois, voire plus, tu vois. Cambriolage, je pense que je l'ai joué, je sais pas combien de fois, tu vois, combien de fois j'ai pété cette porte. Et je crois que vraiment, ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu gardes toujours le même plaisir à jouer le même sketch, c'est le fait que tu le joues de plus en plus aussi. C'est qu'à la base, d'abord, tu veux valider le texte, puis valider les blagues, valider le rythme, et après, au bout d'un moment, en fait, tu le fais vivre, tout simplement. Tu te rends compte que tu l'as tellement à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que, je le maîtrise tellement que ça y est, là, il y a le corps qui bouge, il y a tout qui est là, j'ai l'humeur qui va avec. Parce que là, du coup, je dis que je suis plutôt énervé, donc c'est bien que si je montre que je suis énervé. Et là, tu touches un peu, la perfection. Le mec qui a mis du silence, tu sais. Tu touches, j'ai envie de dire, la légende. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas faire une bonne ou une mauvaise scène? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu as une routine psychologique, on va dire, avant de monter sur scène, toi? Bah déjà, tu vois, quand tu dis bonne ou mauvaise scène, maintenant je pars du principe que dans tous les cas, je dois faire une bonne scène. Enfin, je suis capable de faire une bonne scène. Et que je veux pas le mettre à la responsabilité des organisateurs, du public, du MC, ou tu vois. Pour moi, je peux passer, je sais pas, avant-dernier, que la soirée elle a été molle toute la soirée, mais je me dis, là, moi, je vais faire un bon passage. Pas dans le sens d'être le meilleur ou quoi que ce soit, je m'en fous de ça. J'ai assez travaillé pour que ça se passe bien. Après, mon mindset, il est aussi d'être beaucoup à l'écoute du public. C'est-à-dire, j'écoute à quoi ils réagissent, tu vois. Sur quel type de blague ils réagissent, qu'est-ce qu'ils récompensent. Chaque public est aussi différent, chaque soirée est différente. J'essaie de prendre les petits trucs, tu le sais un peu, tu me connais, genre sur les openers, sur les premières blagues, j'aime bien utiliser des blagues qui ont été faites avec le public, machin, soit je fais une ref à une blague d'un collègue aussi. Et après, mon mindset, c'est que pendant 5 et 15 minutes, ce carré-là, c'est chez moi. Voilà. Et de faire en sorte que les gens aussi soient chez moi, tu vois. J'ai envie que ça soit mes potes. Je me dis que s'ils arrivent à se dire que je suis leur pote et qu'ils me trouvent marrant, à la différence d'être drôle, pour moi drôle c'est quelque chose que tu as écrit, okay, pour lequel c'est scientifique quasiment. Marrant c'est juste montrer que en fait t'es gaulerie quoi. Maintenant je suis de plus en plus dans cette recherche de ça fonctionne fort, on se l'est déjà dit toi et moi, genre il y a une différence entre marcher et même s'il faut changer ce vocabulaire, tout casser. Tu vois ce que je veux dire, genre vraiment tu le sais quand t'as fait un passage où voilà c'est unique. On en fait peut-être 300, 400, 500 des scènes par an. Je pense qu'il y en a 5 que tu peux noter sur sur ta main de voilà, là j'ai vraiment genre tout, tu sais, où tu voles quoi, c'est jouissif quoi. On va voir ton passage en live. Ah ouais? Ouais. Trop bien. Je vais laisser le pied de micro ici parce que j'ai peur que si je le mets là, vous me voyez pas. Voilà. Par exemple, tu vois, c'est ce que j'aime bien sur les passages. J'aime trop aussi les artistes qui viennent et assez vite ils sont dans l'autodérision. Pour moi, ça montre de l'humilité, ça montre aussi, je vais me foutre de ma gueule, donc potentiellement accepter le moment où je vais le faire aussi sur vous, quoi. Celle du pied de micro, à la base, j'ai l'impression que tu l'as créée en impro la première fois. Ouais, je crois. C'est ça? Et parce que tu l'as refait maintenant à chaque fois. Ouais. Mais à la base, tu l'as pas écrite celle-là. Non. Mais je pense que 80% de mes vannes sont écrites sur scène. Ouais, je les écris sur scène. En fait, tu vois, c'est con, c'est un gimmick que j'ai dû faire 1 million de fois en MC. Je crois que c'était à l'époque, oui, c'était pour vraiment faire comprendre aux élèves pourquoi c'est relou. D'abord le pied de micro, tu sais, les artistes qui restent devant le pied de micro mais qui n'utilisent pas le pied de micro et qui le laissent. Et j'essayais de faire comprendre par tous les moyens, tu vois, genre, et je me suis dit, le meilleur moyen de leur montrer, c'est de faire une blague, quoi. Et je crois que je l'ai fait sur un open mic à l'Ardu, tu vois. Et en vrai, des fois, t'es surpris toi-même de la réaction du public où ça rigole fort et tu te dis, bon, voilà, hein, celle-ci, je vais la garder, quoi. Et ça, c'est à cause d'un truc, c'est parce qu'en fait j'ai un physique atypique. On dit souvent que moi que j'ai un physique atypique et je déteste cet adjectif atypique parce que quand tu le mets dans une phrase, ça veut dire que la chose en question, tu ne la veux pas. Voilà. Moi j'ai un ami qui est agent immobilier, tous les biens qu'il ne vend pas, c'est les biens atypiques, ok? Je trouve que je parle hyper vite. Je trouve que c'est hyper. Je trouve que je suis hyper rapide. Si je crois que l'intelligence que tu avais eue ce soir-là, il me semble que tu es passé après Laurent Febvre. Laurent Febvre, donc qui est un mitrailleur. Ouais. Lui, c'est en termes de vitesse, c'est du harcèlement de scène. Et c'est vrai que derrière lui, le cerveau des gens est prêt. Et t'as eu l'intelligence de surfer là-dessus. Et ça, c'est. Ça fait partie vraiment aussi dans ma routine et le mindset d'avant-scène. Il s'est passé quoi avant, tu vois? Faut pas faire comme si t'arrivais sur scène et qu'il s'était rien passé avant. Si le mec avant toi, il a été dans une... comme Laurent, il est dans une asphyxie du public. Clairement, c'est une asphyxie, c'est-à-dire que lui-même est asphyxie. Mais c'est trop beau. Enfin, moi, j'admire les gens qui font ça à l'image de Félix Jean, des gens qui arrivent et qui... il y a plus d'air. Ils enlèvent tout l'oxygène qu'il y a dans la salle.
Et avant ça pouvait me faire flipper. Et d'un coup, je me dis, ah ben non, c'est trop bien en fait. Je vais surfer sur cette petite vague, je vais toujours rester bédou, mais je vais prendre un peu de Laurent, tu vois. Je vais prendre un peu de Laurent, comme ça, paf, ça fonctionne. J'ai fait un tatouage récemment sur le biceps gauche. J'ai fait nuit douce au singulier, vous le voyez tous? Voilà. J'ai un ami qui m'a dit, mais Bédou, tu te rends compte quand même que nuit douce, c'est le nom d'une tisane. Et c'est pas faux, tu vois. Et comme j'aime bien faire des blagues et j'aime pas trop mon corps, je me suis fait un nouveau tatouage sur le biceps droit. Matin calme. Ouais, parce que je n'écris pas mes blagues par papier. Mais je les écris sur mon corps. Ça s'est vraiment passé comme ça dans la vie? Ouais, bah c'est Briac qui se foutait de ma gueule en déprésentation de mes passages. Il disait ouais au public, il faisait regardez la nuit douce, c'est le nom d'une tisane, c'est le nom d'une tisane. Et au bout d'un moment, au bout de 15 fois, je fais ok, je vais le contrer, tu vois. Je vais voir ma pote, je lui dis tu peux me faire matin calme, elle comprend pas. Je t'avoue que personne n'a compris dans mon entourage. Et je fais la blague, un jour il refait la dépresse, je fais ah ouais Briac pardon, excuse-moi, par contre j'ai fait matin calme. Et là tu vois, bah déjà quand même j'ai pris un compliment de Briac qui me disait ok, ça t'aime les blagues quoi. Et c'est aussi pour montrer au public genre vraiment genre ouais, voilà jusqu'où je suis prêt à aller pour faire une blague, tu vois. Et ça arrivait récemment dans le spectacle où le mec, il y a un moment, je fais une interaction, il était un peu vénère, il me dit ouais, tu vas trop loin. Bref. Et quand je fais cette blague, tu vois, ça m'a permis de le rattraper parce que je regarde, je fais ouais, effectivement, je vais trop loin sur les blagues, tu vois, jusqu'à la remettre sur mon corps. Moi récemment, j'ai vécu un petit isolement forcé en plus de 10 jours parce qu'en fait, j'ai eu le Covid. Voilà, alors je tiens à vous préciser pour les gens qui ne me connaissent pas ou les gens qui n'ont pas encore eu le Covid dans la salle, ce poids, ce corps, je l'avais avant d'avoir le Covid. C'est pas le Covid qui m'a fait fondre d'un coup, tu vois. Non, parce que vous me connaissez pas, vous pouvez vous dire, ce mec sans la maladie, peut-être qu'il ressemble à Florent Manodou, tu vois. Non. Moi, dans une piscine, je ressens pas un nageur olympique. Moi, dans une piscine, je ressens plus au thermomètre flottant de la piscine, tu vois. Pour moi, ça, c'est la blague sur mon physique où je peux pas faire plus que ça, tu vois. Ouais, un thermomètre flottant. Parce qu'un jour, un pote m'a dit, ce serait cool que t'arrêtes de faire des blagues sur ton physique. Je me suis dit, ok, faut que j'en trouve une dernière, tu vois, un truc bien fat. Et j'avoue, le thermomètre flottant, je peux pas faire mieux que ça. C'est pareil, je l'ai pas écrit cette blague. C'est littéralement arrivé où j'ai sauté dans la piscine de ma sœur. Comme je fais 2 mètres et que sa piscine, elle fait 2 mètres de fond. Tu vois, j'ai rebondi. Je me suis vu, j'ai vu le thermomètre flottant, je fais. Pas d'écriture en vrai, c'est littéral. Et pour preuve que ma vie est bien hachée, j'ai emménagé dans un nouvel appartement là, j'ai emménagé un dimanche et je me suis fait cambrioler le mardi, d'accord? Je suis la première personne à m'être fait cambrioler avant de fêter ma crémaillère, c'est incroyable. Voilà. Et alors attention, je me suis fait cambrioler et on ne m'a strictement rien volé. Et ça me rend chafouin, d'accord? Parce que ça veut dire que ma vie est assez triste pour me faire cambrioler au bout de 4 jours. Et encore plus triste pour quand le mec il rentre dedans, il ne pique rien du tout. C'est-à-dire que le mec il est rentré chez moi, il a fait... Ah ouais. On l'a déjà fait celui-là, non? C'est vraiment mon préféré parce que c'est le moment où j'ai pas l'impression de faire des blagues. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu joues, tu fais l'act-out, j'ai plus l'impression que tu fais une blague. Tu vois, c'est fou en plus parce que t'entends des rires qui sont forts, mais t'as pas l'impression de te mettre en danger comme quand tu fais... C'est plutôt... Ben ouais, quand tu fais le personnage, c'est tellement jouissif d'entendre des rires où t'as l'impression que tu te dis putain mais là en fait je suis même pas en train de faire des blagues, je suis juste en train de jouer ma blague que j'ai citée juste avant quoi. Bon, histoire vraie ou... Histoire vraie. Histoire vraie. Ouais, Tu t'es fait cambrioler. Je me suis fait cambrioler, je suis rentré chez moi, j'étais un peu pété. Et je rentre, en fait ma porte elle est dégondée, elle est sur le sol et tout. Et je rentre et en fait je vois que on m'a pété la porte. Et en allumant la lumière et en regardant chez moi, je me rends compte surtout qu'on m'a rien volé quoi. Et de sorte à ce que comme j'étais un peu pété, j'ai vraiment eu le doute 2 secondes de me dire est-ce que c'est pas moi qui suis rentré pété et genre j'ai pété ma porte, tu vois. T'as fini le premier spectacle. Le deuxième, c'est pour quand? Et ben là j'aimerais bien à la rentrée commencer un spectacle que j'appellerais on va dire intermédiaire plus que 2e spectacle, tu vois. Mon but ça serait vraiment d'avoir un spectacle où je viens 1 heure sur scène et que ça soit pas du tout du matériel que je joue en comedy club. Ok. Voilà, que ça soit réservé qu'au spectacle et aller aussi vers ma qualité première qui est un peu l'improvisation aussi, d'arriver sur scène avec peut-être des idées et pas forcément des trucs bien définis. Ce serait plus un travail d'ébauche, tu vois. Et je me dis, ce 2e spectacle, ce spectacle intermédiaire, il peut être vachement plus philosophique aussi. Je pense qu'un premier spectacle, ça permet de te faire connaître. C'est un peu une vitrine de ce que tu as été, on va dire, dans ta vie jusqu'à ce spectacle-là. Et je me dis, si les gens ils m'ont aimé aussi au-delà des blagues et qui viennent voir ce spectacle, je vais peut-être plus parler de sujets qui me touchent et qui sont peut-être moins fun de base, tu vois, de prime abord. Mais voilà, puis j'ai un gros délire
dans ma tête pour la mise en scène. Je veux faire un truc qui, je pense, n'est pas possible techniquement, mais je vais quand même insister pour y arriver, quoi. Voilà. Eh ben nickel. Bédou, merci beaucoup. Eh ben merci Quentin, merci le garage, merci Marseille, merci la vie, merci papa, merci maman.